Coucou, coucou, bisomère. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de faire quelque chose de nouveau. J'ai envie de vous proposer une petite lecture chuchotée d'un livre que j'ai énormément apprécié. Il s'agit de Verity de Colleen Hoover. Évidemment, je ne pourrai pas vous lire tout le livre, mais j'ai bien envie de vous faire découvrir quelques chapitres et pourquoi pas vous donner envie de lire ce bouquin à votre tour. Alors, pour cela, je vous invite à vous installer confortablement dans un endroit calme. Vous pouvez rester assis ou vous allonger, peu importe, prendre une boisson ou pas, simplement fermez vos yeux comme vous le souhaitez et écoutez ma voix, écoutez cette histoire. Chapitre 1. J'entends son crâne exploser, puis son sang gicle sur moi. Le souffle coupé, je recule sur le trottoir, me prends le talon sur le rebord et me rattrape au montant d'un panneau de stationnement interdit pour ne pas tomber. Il y a quelques secondes, cet homme se trouvait devant moi, au milieu d'une cohue qui attendait le feu vert pour traverser. Mais il est descendu trop tôt sur la chaussée, se faisant happer par un camion. J'ai plongé en avant pour l'arrêter, sans l'atteindre parce qu'il était déjà tombé, et fermé les yeux au moment où sa tête passait sous le pneu. Je l'ai juste entendu sauter comme un bouchon de champagne. Il était dans son tort, les yeux fixés sur son téléphone, comme s'il devait traverser souvent, sans aucun problème jusqu'à ce jour. Mort par habitude. Les gens poussent des cris étouffés mais ne hurlent pas. Le passager du camion saute à terre et s'agenouille devant le corps. Je m'écarte de la scène, tandis que plusieurs personnes se précipitent afin de l'aider. Inutile d'approcher l'homme sous la roue pour comprendre qu'il n'a pas survécu. Il suffit de voir mon chemisier blanc éclaboussé de sang pour savoir qu'il a plus besoin d'un corbillard que d'une ambulance. J'essaye de m'éloigner, histoire de respirer un bon coup, mais le signal piéton est passé au vert et la cohue se met en mouvement, m'empêchant de remonter le courant. Certains ne lèvent même pas la tête de leur téléphone en passant devant l'accident. Je ne tente plus de résister au flot, tâchant seulement de ne pas regarder la victime. Derrière le véhicule, le conducteur parle au téléphone, les yeux affolés. 3 ou 4 personnes prêtent main forte aux passagers, tandis que d'autres cèdent à leur curiosité morbide, photographiant déjà la scène. Si ça se passait en Virginie, où j'ai vécu toute mon enfance,
les choses ne se dérouleraient pas de la même manière. Tout le monde se serait arrêté. Dans un réflexe de panique, on crierait, les journalistes couraient. Mais ici, à Manhattan, un piéton renversé par un camion, ça arrive si souvent que ça tient juste du désagrément. Un embouteillage pour certains, des vêtements bons à jeter pour d'autres. Ce doit être si ordinaire que ça ne fera pas une ligne dans les journaux. Si d'un côté l'indifférence me dérange, de l'autre c'est exactement pour ça que je me suis installée ici voilà 10 ans. Les gens comme moi se sentent mieux dans les villes surpeuplées où on ne fait pas attention à vous, où beaucoup vivent des histoires bien plus lamentables que la mienne. Ici, je suis invisible, insignifiante. Manhattan est trop peuplé pour s'occuper de moi et c'est pour ça que je l'aime. Vous êtes blessé. Je lève la tête vers un homme qui m'effleure le bras tout en examinant mon chemisier, l'air préoccupé, comme s'il cherchait une blessure quelque part. À sa réaction, je conclus qu'il ne s'agit pas d'un New-Yorkais pur et dur. Il vit peut-être ici, mais chez lui, on a su conserver un certain sens de l'empathie. Vous êtes blessé, répète l'étranger en me fixant cette fois dans les yeux. Non, ce n'est pas mon sang, j'étais à côté de lui quand... Je m'interromps, je viens de voir un homme mourir. J'étais tout près de lui, son sang a jailli sur moi. Je suis venue dans cette ville pour me rendre invisible, mais je ne suis sûrement pas insensible. J'ai bien essayé pourtant, tâchant de devenir aussi dur que le béton sous mes pieds. Ça n'a pas trop fonctionné. Tout ce que je viens de vivre me donne la boule au ventre. Je couvre ma bouche d'une main, mais la retire vite lorsque je sens quelque chose de poisseux sur mes lèvres. Encore du sang. J'examine mon chemisier. Tout ce sang, pas le mien. J'essaye de dégager l'étoffe de ma poitrine, mais elle y reste collée par les éclaboussures qui commencent à sécher. Je vais avoir besoin d'eau. La tête me tourne et j'ai envie de me frotter le front, de me pincer le nez en même temps. J'ai peur de me toucher. Je demande à l'étranger qui me tient encore le bras. Il y en a sur mon visage. Ses mâchoires se crispent et il détourne les yeux, scrutant la rue autour de nous, puis il désigne un café à quelques pas. Ils doivent avoir des toilettes, dit-il, en posant la paume dans le creux de mon dos pour me pousser dans cette direction. En face de nous se dresse le Bantam Press Building, vers lequel je me dirigeais avant l'accident. J'étais presque arrivée, à 4 ou 5 mètres d'une réunion à laquelle j'avais désespérément besoin d'assister. Je me demande à quelle distance l'homme qui vient de mourir se trouvait de sa destination. L'inconnu m'ouvre la porte du café. Une femme, armée de 2 tasses, essaye de me doubler jusqu'au moment où elle aperçoit mon chemisier. Elle recule d'un coup, nous laissant à chacune la place de passer. Je me dirige vers les toilettes pour dames, mais la porte est fermée à clé. L'homme ouvre celle des messieurs et me fait signe de le suivre. Sans refermer derrière nous, il se dirige vers le lavabo, ouvre le robinet. Je me regarde dans la glace, soulagé de constater que ce n'est pas aussi affreux que je ne le craignais. Quelques gouttes de sang commencent à brunir sur mes joues, ainsi qu'une projection au-dessus de mes sourcils. Pas de chance, c'est le chemisier qui a presque tout pris.
tend du papier mouillé et je m'essuie le visage, tandis qu'il tire d'autres serviettes du distributeur. Je sens l'odeur du sang à présent, cette âcreté qui me renvoie à mes 10 ans, assez puissante pour qu'il ait accompagné mes souvenirs. Prise d'un début de nausée, j'essaye de retenir ma respiration, luttant contre l'envie de vomir. Il faut que je me débarrasse de ce chemisier, tout de suite. Je le déboutonne de mes doigts tremblants, l'enlève, le place sous le robinet, laisse l'eau faire son œuvre, tout en prenant l'autre paquet de serviettes humides que me présente l'inconnu. Et je commence à essuyer le sang de ma poitrine. Il se dirige vers la porte, mais au lieu de me laisser un peu d'intimité alors que je me retrouve là, dans mon plus hideux soutien-gorge, il nous enferme pour empêcher quiconque d'entrer. Intempestive galanterie qui me met mal à l'aise. Je ne peux m'empêcher de le surveiller dans le miroir jusqu'à ce que quelqu'un frappe. 1 minute, lance-t-il. Je me détends un peu, réconfortée à l'idée que quelqu'un, dehors, puisse éventuellement entendre mes cris. Je me concentre sur le sang jusqu'à ce que je sois certaine d'avoir bien lavé mon cou et ma poitrine. Ensuite, j'inspecte mes cheveux en me tournant de droite à gauche, mais ne trouve que des racines brunes au-dessus de mes mèches caramel. « Tenez, » dit l'homme en déboutonnant son impeccable chemise blanche. « Prenez-la. » Il a déjà enlevé sa veste, maintenant accrochée à la poignée de la porte, et se retrouve en t-shirt. Bien musclé, il est plus grand que moi. Je vais complètement nager dans ce vêtement. Je ne peux pas porter ça pour mon rendez-vous. Cependant, je n'ai pas le choix. Alors, j'accepte. Achève de me sécher, puis l'enfile et commence à fermer les boutons. Ça fait un peu ridicule, mais au moins, ce n'est pas mon crâne qui a explosé sur quelqu'un d'autre. Le bon côté des choses. Je récupère mon chemisier humide et me rends compte qu'il est irrécupérable. Je le jette dans la poubelle. Puis, je m'accroche au lavabo pour contempler encore mon reflet. 2 yeux fatigués me regardent. L'horreur du spectacle qu'ils viennent de voir assombrisse leur teinte noisette en un brun obscur. Je me frotte les joues pour leur redonner de la couleur. Sans résultat. J'ai une tête de mort. M'adossant au mur, je vois l'homme en train de plier sa cravate qu'il range dans sa poche. Je ne saurais vous dire si vous êtes calme ou en état de choc, déclara-t-il alors. Je ne suis pas en état de choc, mais pas sûr non plus de me sentir très calme. Je ne sais pas, dis-je, reconnaître. Et vous, ça va? Oui, j'en ai vu d'autres malheureusement. J'essaye de comprendre ce qu'il sous-entend par là, mais il détourne le regard et ça ne m'en intrigue que davantage. Qu'a-t-il pu voir de pire qu'un homme écrasé sous un camion? À moins qu'il ne soit finalement bien de New York, ou qu'il ne travaille dans un hôpital. Il a cet air compétent qui caractérise souvent ceux qui s'occupent des autres. Vous êtes médecin? Non, je suis dans l'immobilier. Enfin, je l'étais. Il se rapproche pour me passer une main sur l'épaule, comme s'il essuyait quelque chose sur sa chemise. Puis, il m'observe un instant avant de reculer. Ses yeux sont de la couleur de la cravate qu'il vient d'ôter, vert.
car j'ai l'impression qu'il préférait ne pas l'être. Comme si ça le dérangeait. Il n'a pas trop envie qu'on le remarque. Il voudrait devenir invisible. Comme moi. La plupart des gens qui viennent à New York veulent se faire connaître. On n'est pas très nombreux à préférer se cacher. Comment vous appelez-vous ? dit-il. Lowen. S'ensuit un court silence. Jérémie, lâche-t-il au bout de 2 secondes. Il rouvre le robinet et commence à se laver les mains. Je ne le quitte pas des yeux, incapable de contrôler ma curiosité. Que sous-entendait-il en disant avoir vu pire que cet accident ? Il a dit qu'il était agent immobilier, mais les pires moments de ce métier ne sauraient rendre quelqu'un aussi morose. Je finis par demander. Qu'est-ce qu'il vous est arrivé ? Il répond à mon reflet dans la glace. Comment ça ? Vous dites que vous avez vu pire. De quoi s'agissait-il ? Il ferme l'eau, s'essuie les mains, se retourne face à moi. Vous tenez vraiment à le savoir ? Je fais oui de la tête. Après avoir jeté la serviette à la poubelle, il glisse les doigts dans ses poches, l'air aussi affligé que détaché. J'ai sorti d'un lac le corps de ma fille de 8 ans, il y a 5 mois. Je manque de m'étrangler et pose ma main sur ma gorge. Ce n'était pas de l'amorosité qu'il exprimait, mais du désespoir. Je suis vraiment désolée, dis-je dans un murmure. Et c'est vrai, désolée pour sa fille, également de m'être montrée aussi curieuse. Et vous, dit-il. Il se penche sur le comptoir comme s'il s'attendait à cette conversation, comme s'il allait trouver quelqu'un qui lui permette d'alléger un petit peu cette tragédie. C'est ce qu'on fait quand on a vécu le pire. On cherche les gens qui vous ressemblent, les gens encore plus mal lotis, et on s'en sert pour tenter de mieux supporter les horreurs qu'on a subies. Je commence par déglutir car mes tragédies ne sont rien comparées aux siennes. Je songe à la plus récente et j'ai du mal à l'exprimer, tant cela me semble insignifiant à côté de ce qui lui est arrivé. Ma mère est morte la semaine dernière. Il ne réagit pas comme je l'ai fait avec lui. En fait, il ne réagit pas du tout. Et je me demande si c'est parce qu'il s'attendait à quelque chose de pire, mais non. Il a gagné. Comment est-elle morte ? D'un cancer. Elle était chez moi depuis 1 an et je m'occupais d'elle. C'est la première personne à qui j'en parle ouvertement. Je sens mon pouce accélérer, alors j'enroule ma main autour de mon poignet instinctivement. Voilà des semaines que je n'avais pas mis les pieds dehors. On s'observe encore un peu. J'ai envie de dire autre chose, mais je n'ai encore jamais eu ce type de conversation avec un inconnu. Il faudrait que ça cesse. De toute façon, où est-ce que ça pourrait nous mener ? Effectivement, ça s'arrête là. Il se retourne vers le miroir, remet une mèche brune en place. J'ai un rendez-vous à présent. Vous êtes certaine que ça ira ? Oui, très bien. Très bien, répète-t-il comme si ça ne le rassurait pas du tout. Ça ira très bien. Merci pour votre aide. J'aimerais qu'il me sourie,
mais ce n'est pas le moment. Je suis curieuse de savoir à quoi pourrait ressembler son sourire. Bien, lâche-t-il en haussant les épaules. Il ouvre la porte, s'efface pour me laisser passer, mais je ne sors pas tout de suite. En fait, je continue à le scruter, pas vraiment prête à affronter le monde. J'apprécie sa gentillesse et je voudrais pouvoir en dire davantage, le remercier d'une certaine façon, par exemple devant un café ou en lui rendant sa chemise. Je me sens attirée par son altruisme, une rareté de nos jours, mais c'est l'éclat de son alliance à la main gauche qui me pousse en avant, hors des toilettes et du café, vers la rue où s'amasse maintenant une véritable foule. Une ambulance bloque la circulation dans les deux sens. Je me dirige vers le lieu de l'accident en me demandant s'il ne faudrait pas que je fasse une déposition. J'attends près d'un agent en train de noter les déclarations d'autres témoins. Elles ne sont pas différentes de ce que je pourrais dire. Cependant, je raconte ce que j'ai vu, puis laisse mes coordonnées. Je ne sais pas trop si ça les aidera en quoi que ce soit, puisque je n'ai rien vu de l'accident en soi. J'étais juste assez près pour tout entendre. Derrière moi, j'aperçois Jérémy en train de sortir un café à la main. Il traverse la rue, l'air concentré, l'esprit ailleurs. Loin de moi en tout cas, sans doute plus proche de sa femme, à réfléchir à ce qu'il va lui raconter pour expliquer l'absence de sa chemise. Je sors mon téléphone de mon sac et regarde l'heure. Il me reste 5 minutes avant ma réunion avec Corée et l'éditeur de Phantom Press. Mes mains tremblent encore plus maintenant que cet inconnu n'est plus là pour me changer les idées. Un peu de café pourrait m'aider, et de la morphine encore plus. Mais l'hôpital a tout récupéré la semaine dernière dans mon appartement, en venant reprendre ses équipements après le décès de ma mère. Dommage. Dommage que j'ai été trop secouée pour songer à la cacher. J'en aurais bien pris un peu à cet instant. Et voilà pour le premier chapitre. J'espère que ça vous a relaxé, même si on va dire que les événements ne sont pas trop positifs. Mais la suite des événements va être très croustillante. Alors, si vous avez aimé ce passage et que vous avez envie que je continue, eh bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, évidemment une excellente nuit. Je vous fais de gros schmutz d'Alsace.